son, image. Et on est pas mal. Bon. Top. Comment ça va, Pierre? Bah ça va, bien occupé en ce moment, mais bien ça va. occupé. Ouais. Tu vas nous expliquer tout ça? Avec plaisir. On rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est Tu lances parti. la roulette. On est parti. Vas-y. Hop. Spin it. Spin it. Alors, première question. Dans quelle mesure tu souffres ou tu t'amuses dans ton job? C'est une bonne question, ça, pour... C'est une très bonne question, ouais. En ce moment même. On aurait pu mettre dans quelle mesure tu souffres et tu t'amuses dans ton job. Parce que je pense que les deux sont liés finalement. Ouais, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ouais. Ouais, c'est clair. Ok, pourquoi? Parce que en fait moi ce que je me rends compte quand on entreprend comme ça et qu'on est dans une phase de lancement là comme dans laquelle je suis en ce moment, c'est que souvent on a l'étape de souffrance induit derrière une étape de fierté ou d'amusement du coup d'une certaine manière. Donc les deux vont très vite être liés en fait. Tout comme l'échec et la réussite finalement dans une aventure entrepreneuriale et notamment dans son lancement. Je trouve que les deux, même si ce sont des choses contraires, finalement sont très très liés. Et en ce moment, je me rends compte que dans le lancement, en fait, ce qui est très dur, c'est d'être tout seul et de devoir tout faire, de devoir être un peu partout. Sinon, de fait, comme on est seul, ça n'avancera pas. Donc ça, c'est dur, hein, ça demande de l'énergie et de croire en ce qu'on fait et de la flexibilité aussi beaucoup. Et de l'autre côté, c'est là aussi quel plaisir parce que c'est là où finalement on emmène son projet là où on veut et on a aussi tout le plaisir derrière d'avoir les retours des uns et des autres et finalement de se rendre compte que si on fait des choses seul, eh ben on est loin d'être seul derrière parce que ce qu'on fait, enfin au moins quand ce qu'on fait résonne. Donc ça c'est un vrai plaisir de pouvoir exposer son travail du coup au plus grand nombre. Mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux etc. Ça nous le permet. Donc ça c'est vraiment super intéressant dans cette phase de lancement d'entrepreneuriat. Ouais, avec les réseaux, tu arrives à avoir un retour un peu quand même. Tu sens. Ouais. Comment c'est de la résonance dont tu parles? Exactement. Ouais. Ce qui est top et d'autant plus encore une fois quand on est tout seul à travailler, c'est que finalement les réseaux c'est un peu la vitrine de son travail. Et je pense que c'est toujours important de pouvoir avoir un retour. Déjà pour pas aller droit dans le mur et faire des erreurs, parce que quand on est dans son truc, il y a des choses qu'on ne voit plus forcément. Donc en exposant son travail, on se livre à avoir plusieurs retours de la communauté, de nos proches, etc. Et ça, les réseaux aujourd'hui le permettent vraiment bien. Ouais. Okay. Ce sont des bons outils. Ouais, ouais, c'est un truc que je me posais vraiment comme question, dans quelle mesure le digital pouvait quand même transmettre ça, quoi. Bah en fait, bien utilisé. Alors ça remplacera jamais des interactions physiques qu'on peut avoir, c'est sûr. Mais bien utilisé, finalement, on peut avoir aussi bien des relations avec un cercle très proche, et donc qui peuvent être plus ou moins informelles, et d'autres où là on va être plus exposé, où il va falloir être plus formel sur la forme, le discours. Et en fait, à chaque fois, c'est un exercice différent et une plateforme différente et un message différent à la fin qu'on donne et donc des retours différents. Et ça permet d'avoir à chaque fois, chaque réseau, chaque type d'outil est bien adapté à ça et du coup d'avoir une multitude de retours différents et qui à la fin, tout bien mélangé, font que les choses peuvent prendre. Alors, rentrons dans le vif du sujet, mais tu l'as juste effleuré, tu as dit que tu es en période de lancement. Qu'est-ce que tu lances? Alors oui, je suis en période de lancement et donc aujourd'hui, je suis en train de lancer une nouvelle marque de jouets. Une marque de jouets en plastique recyclé, fabriquée en France et consignée. Donc c'est la toute première marque qui lance des jouets consignés. On part d'un constat, hein, c'est que les jouets en fait, ils sont utilisés assez peu de temps finalement, c'est 8 mois selon certaines études. Et le jouet, ça fait partie de ces finalement assez rares objets qui vont comment dire, très vite en fait survivre à l'utilisation, à la durée d'utilisation qu'on peut en avoir. J'entends par là qu'un jouet il a une durée de vie quasi illimitée, alors que sa durée d'utilisation, de fait, comme l'enfant grandit, elle est relativement courte. Donc
finalement, il va avoir un impact sur sa fin de vie une fois qu'il va ne plus être utilisé ou quoi. Ça va générer des déchets, des jouets qui dorment ou quoi. Donc l'idée de consigner les jouets, c'est de pouvoir grandir au rythme des enfants. Donc, quand l'enfant ne joue plus avec, les parents peuvent nous le renvoyer et bénéficier de la consigne sous forme d'un bon d'achat qui va être à valoir sur la gamme suivante qui correspond à l'âge de l'enfant. Donc l'idée, c'est que nous, on fasse une nouvelle gamme tous les ans et qu'on grandisse à leur rythme. Donc là, on est en train de lancer la toute première gamme avec des jouets d'éveil, donc pour les 0 à 3 ans. Ok, ah oui d'accord, ok, bah, génial. Le but du jeu, c'est vraiment de développer toute la partie... en fait, c'est de développer des produits classiques. Jusqu'à quel âge on est enfant alors? Alors, ça c'est la très bonne question. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge, on est toujours enfant. Mais non, dans l'idée, c'est de proposer des produits en fait avec des gammes très classiques, donc qui ont déjà un usage vérifié. En fait, c'est des produits dont on sait qu'il y a un besoin. L'idée, c'est de ne pas créer un nouveau besoin. C'est vraiment de proposer une alternative avec le recyclé, recyclable, consigné. Et moi, je pense qu'on peut proposer des produits jusqu'aux 10 ans à peu près, en identifiant à chaque fois sur chaque gamme les produits essentiels à l'éveil, à l'apprentissage des enfants selon leur stade de développement. Ok, mais tu as déjà une idée quand même de l'âge à laquelle tu vas arrêter? Je pense ouais, vers les 8-10 ans. Ouais. 8-10 ans. Ouais. Parce qu'après, on se rend compte qu'on évolue vers des produits peut-être plus techniques, ou alors qu'on va avoir tout de suite accès à des produits finalement courants, aussi bien enfants qu'adultes. Et nous, le but, c'est que nos produits restent des produits très simples, en fait, qu'on réinvente grâce à la consigne. Donc, pas d'électronique, pas de colle, pas de vis. Enfin, le but, c'est vraiment d'être toujours sur des produits monomatières qui répondent à des besoins très, très simples, comme le nom de la boîte l'indique. La boîte, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la marque s'appelle Le Jouet Simple. Donc, dès le nom de la marque, on a cette notion de simplicité. J'allais dire, c'est vrai que souvent je recoupe toujours les roulettes, j'arrive toujours, mais selon la conversation qu'on a la semaine, j'essaierai de revenir dessus sur justement cette idée de la création de marque, etc. Plutôt au niveau de la roulette, de la vision de l'entrepreneuriat. Restons sur cette roulette qui est donc qui es-tu. Donc de ce que j'ai vu dans ton parcours, tu as donc quand même travaillé dans des grands groupes, tu as été salarié. Tout à fait. Et donc la question en fait que j'ai principalement, c'est comment t'es venue l'idée d'entreprendre? Alors, bonne question. Moi, c'est vrai que ça fait plus de 7 ans maintenant que je travaille dans le monde du jouet, où j'ai eu la chance en fait de commencer mon expérience professionnelle dans le jouet via des stages de fin d'études. Et du coup, j'ai pu continuer grâce à différentes relations qu'on se fait au fur et à mesure avec des super personnes que j'ai pu rencontrer tout au long de mon expérience. Et dernièrement, où j'ai été pendant 4 ans, j'aime bien dire ça, j'étais le chef des Power Rangers chez Hasbro, où là, pareil, j'ai eu du coup une vraiment très bonne expérience avec pareil, des gens formidables. Ça m'a permis d'arriver d'ailleurs en Savoie, là où je suis implanté aujourd'hui. Et je pense que cette envie d'entreprendre, elle naît de la confiance des gens en fait, qu'on a pu m'accorder, et que du coup, suite à cette confiance, on a pu me donner des projets à mettre en place dans ces différents groupes, des choses nouvelles, et du coup ça donne envie d'entreprendre quand on voit que de l'autre côté on nous fait confiance. Et donc j'ai de fil en aiguille finalement la mise en place de projets nouveaux dans dans mes expériences précédentes, etc. m'a donné envie d'entreprendre, et aussi le fait de voir un peu toute cette effervescence. Moi, de nature, je pense, assez curieux, et de voir toute l'effervescence sur l'entrepreneuriat français, de suivre certaines personnalités super inspirantes au niveau de l'entrepreneuriat, de lire pas mal de livres sur tout cet univers startup. Ça donne envie, et du coup, il y a un moment où on se dit, bon allez, j'ai pas 30 ans, j'ai pas de famille, j'engage que moi, c'est le moment ou jamais, quoi. Donc tout compte fait, on se dit allez, c'est parti, puis advienne que pourra. Et maintenant que tu es dedans, t'en penses quoi? Alors maintenant que je suis dedans... Est-ce que c'est plus dur à lire ou... Non, c'est plus facile à lire qu'à faire. Non, c'est super, c'est une super expérience, mais c'est clair que, en fait, je pense qu'on se rend pas forcément compte tant qu'on n'y a pas été, hein, c'est certain, et c'est une expérience énorme en fait, parce qu'on est obligé de toucher à tout. Quand on se lance tout seul, on se rend compte que si on fait pas les choses soi-même, ça va pas se passer, hein, ça nous tombera pas dessus.
Donc c'est super intéressant, en même temps c'est très très intense et c'est loin d'être facile, hein. Tous les beaux succès, etc. qu'on peut entendre, ils naissent pas de rien, hein. À chaque fois, il y a forcément quelqu'un derrière qui s'est vraiment donné jusqu'au bout, etc. Et ça, je m'en rends vraiment compte aujourd'hui, ouais, que c'est très prenant et très... Ouais, ça peut vite être... comment dire, pas, on est habité par son projet en fait, donc ça peut vite devenir très 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 prenant finalement. Et le but c'est de trouver le juste milieu aussi entre justement la vie pro, la vie perso et pouvoir bien s'y retrouver derrière. Ouais. Et ça va, t'y arrives? Ça va, ouais, j'y arrive, ouais, ouais. Après, le contexte fait aussi qu'aujourd'hui, on est en période de confinement et tout, donc ça peut aussi être un peu plus compliqué justement de faire la part des choses, parce que de fait, on a quand même beaucoup moins de soupapes de décompression, donc on est vraiment toujours la tête dans son projet. Mais j'essaye, ouais, quand même de toujours, voilà, faire du sport, aller dans la montagne. Enfin voilà, moi c'est des choses que j'aime et sans ça, oui, ce serait compliqué de tenir. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est plutôt entre guillemets, un marathon qu'un sprint. Donc, si on se gère pas un peu, à mon avis, on va vite dans le mur. Après, il y a aussi des périodes, hein. Là, comme je disais, en ce moment, on est en pleine période de lancement. On est en plein là dans une campagne de précommande sur Ulule. Et ça demande énormément de temps, énormément de travail. Et là, oui, de fait, c'est une période où c'est peut-être plus compliqué de faire la part des choses. Ouais. On fait des fois un peu... il y a certaines choses qui peuvent passer à côté, ouais. C'est clair. T'arrives à dormir quand même? Ça va. Non, j'arrive à dormir, ouais. Bon, il y a des nuits plus ou moins bien, mais non, c'est... Ouais, c'est j'arrive toujours vraiment des nuits agitées, parce que moi je pensais vraiment à la quantité. Mais non. En fait, ouais, des fois, la qualité, je me rends compte, il y a une certaine pression qui se met en place, et notamment quand on lance pour de vrai. En fait, il y a un moment où... moi, ça fait quelques mois maintenant que je travaille dessus. Il y a un moment où on annonce le projet au grand public, enfin à tout le monde, prendre les retours et tout, c'est super, c'est une vraie effervescence. Puis il y a le moment où on lance vraiment concrètement, typiquement ce qu'on fait en ce moment avec la campagne de financement participatif. Et là, en fait, on se rend compte qu'on passe de l'état du projet à l'état du très concret, en fait. Et du coup, ce qui était sur des présentations PowerPoint, sur des tableaux Excel, ça devient la réalité, avec des premiers prototypes des jouets qui arrivent, voilà. Et on se rend compte qu'on n'est plus tout seul dans la partie. Donc, ouais, il y a une certaine pression qui est là et il faut pouvoir la supporter derrière. Ouais. Toi, t'as un autofinancement total ou... Enfin, ouais, après, mis à part la campagne participative. Ouais, on a la campagne. Après, on a donc un plan de financement avec du coup des partenaires, des partenaires financiers, type des réseaux, type Réseau Entreprendre par exemple, qui sont des très bons partenaires au-delà de la finance, même sur l'accompagnement, le soutien, etc. Et puis après, il y a les banques, hein, les partenaires financiers, voilà. Et puis les proches, ouais. Okay. Complètement. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir? En fait, justement, alors toi, tu viens du monde du jouet, oui. mais, j'allais dire l'essence même de l'idée. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est un peu un mix du coup de mes expériences pro. Donc, en effet, le jouet que je connais maintenant bien au niveau de, le jouet en tant qu'objet, mais aussi le marché finalement, l'industrie, et la volonté d'associer en fait mon expérience professionnelle à mes convictions personnelles. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la campagne. Mon papa est agriculteur bio. J'ai toujours grandi à la campagne et aujourd'hui je vis à la montagne. Et je pense que ça, c'est finalement, on revient toujours un peu à ses origines et j'ai une vraie passion pour l'environnement, pour le développement durable et je suis persuadé aujourd'hui que l'économie et l'écologie doivent vivre ensemble. Et de fait, en fait, quand on croise les deux, on se rend compte que typiquement l'économie circulaire ou l'éco-conception, etc., sont des choses aujourd'hui qui vont de soi, ou qui devraient aller de soi en tout cas, pour pouvoir continuer d'évoluer dans le droit chemin, quoi, et de faire tourner la boucle comme il faut, quoi. Et c'est vrai que ça naît un peu de tout ça, donc l'idée c'est finalement de croiser l'expérience professionnelle avec ses convictions plus personnelles et de pouvoir essayer de faire émerger un nouveau modèle sous forme d'une nouvelle marque, sans avoir la prétention de... Et l'idée même, je veux dire, t'es tombé du ciel? Après, l'idée de la consigne,
en tant que telle, non, elle n'est pas tombée du ciel. Elle naît vraiment de ce constat de se dire, ok, le jouet, il a une durée d'utilisation qui est courte et une durée de vie qui est très longue. Et finalement, aujourd'hui, comment on peut, et ça a un impact, donc comment on peut le retravailler, imaginer des choses nouvelles. Et du coup, la consigne, elle est arrivée comme ça en lisant un livre notamment et en étant inspiré de certaines marques type Patagonia sur le textile ou 1083, les jeans avec Thomas Uriez qui a mis en place ce genre de concept, donc de la consigne sur le jean et qui m'a du coup, en lisant son livre Remade in France, je me suis dit mais il y a sûrement quelque chose à imaginer aussi sur le jouet en tant que tel. Donc non, l'idée, elle vient pas du ciel, elle vient de lecture, de regarder ce que les autres font dans d'autres industries et comment les croiser avec moi, l'industrie que je connais aujourd'hui. Ouais. Je me faisais la réflexion tout à l'heure en t'écoutant que le jouet, en fait, c'est sûrement le seul produit qui a une obsolescence programmée, mais pas du produit, mais... En fait, c'est ça, ouais. Je m'en suis vraiment rendu compte aussi. Alors, c'est pas forcément le seul produit, parce qu'on peut... mais du coup, les produits de l'enfant en général, en fait, c'est marrant, hein, mais c'est des produits, et on s'en rend compte parce qu'aujourd'hui, la seconde main sur les produits de l'enfant est en train aussi de vraiment grandir, et c'est super. En fait, ouais, c'est des produits qui doivent être solides, qui doivent être sûrs au niveau de la sécurité, etc. Et donc, de fait, qui vont vivre très longtemps dans le temps. Alors que l'enfant, on est enfant 10 ans tout au plus. Et encore, après, l'enfant, on évolue vraiment par stade, on va dire, de 2-3 ans. Un enfant de 6 ans, il ne joue plus avec le même jouet qu'il jouait il y a 3 ans auparavant. Et du coup, ouais, de fait, c'est des produits qui ont une durée d'utilisation relativement courte par rapport à leur durée de vie. Et en effet, il n'y en a pas non plus tant que ça, parce que si on regarde après, une fois qu'on a passé un certain âge, les produits qu'on utilise, on n'achète pas tous les 4 matins des nouveaux meubles ou même des nouveaux vêtements, même si, bon, il y en a qui achètent encore trop sûrement, mais voilà, c'est vrai que c'est un constat que j'ai fait aussi en regardant comment évoluaient les enfants par rapport à leur consommation de produits. Ouais. Et une dernière question sur cette roulette, est-ce que tu vas trouver, en fait, je veux dire, tout à l'heure tu t'es qualifié comme l'ancien chef des Power Rangers. Oui, alors ça me fait marrer. Non, mais je trouve ça drôle, je trouve ça génial. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu aurais une nouvelle qualification? Aujourd'hui? Ouais, même délire, dans le même style, ou faire un truc comme ça. On va dire que je suis. Allez, je suis quoi? Je suis le nouveau chef des jouets simples, pour le coup, mais c'est trop simple. Non, non, mais maintenant je suis redevenu un grand enfant finalement, et aujourd'hui on va dire que je suis un bébé, je suis devenu un bébé de l'entrepreneuriat qui a tout à apprendre en fait, et qui a tout à apprendre justement des plus grands qui ont déjà fait leurs preuves, et que ce soit dans le jouet ou dans d'autres industries. Ouais. Je suis passé à un bébé entrepreneur, voilà, c'est ça. On passe à la deuxième roulette, qui est donc ton regard sur l'entrepreneuriat. Il y a plein de questions qui me peuvent combiner, mais évidemment, tout se recoupe. Allez, on relance. Allez. Allez, conversation. Alors, que penses-tu de l'adage « le client est roi » ? Pas mal. Grande question. Hein. Oui, puis en mode de lancement comme ça, ouais. Je pense qu'il y a un retour de le client est roi, oui, pourquoi pas, oui, c'est clair. À partir du moment où je pense où on achète un produit, on devient un client du coup. Et je pense que le client est roi dans le sens où il est en droit d'attendre en fait ce qu'on lui a promis et ce dont du coup il achète, parce que pour moi l'acte d'achat en fait c'est un acte de confiance qu'on fait à la marque à laquelle on va acheter le produit ou le service, et du coup il est roi dans le sens où il est en droit d'attendre ce qu'on lui a promis, et donc pour moi c'est un adage qui est super important à toujours avoir en tête, parce qu'en tant que marque, en tant qu'entrepreneur, parce que du coup ça nous oblige à être transparent et
à dire ce qu'on fait et à faire ce qu'on dit en fait. Et ça, je pense que si on oublie en fait qu'in fine on fait des choses pour d'autres, pas pour soi, son produit sera moins bon, son discours il pourra vite être faux. Et donc je pense que le fait d'avoir toujours en tête que le client est roi, ça permet de toujours rester plus ou moins dans son droit chemin qu'on s'est fixé. Ou alors de pouvoir parfois du coup pivoter, parce que le client est roi, ça veut aussi dire qu'on l'écoute. Et donc de pouvoir prendre ses retours et finalement vivre avec ses retours et faire vivre aussi sa marque en fonction des retours du client. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'une marque, elle ne peut pas vivre toute seule dans son coin avec ses propres convictions. Elle doit écouter ceux à qui elle s'adresse et elle doit prendre leurs retours et évoluer aussi avec eux. Donc oui, dans ce sens, le client est roi parce que c'est lui à la fin qui va donner les grandes directions. C'est même pas le patron, le directeur ou je ne sais quoi qui va donner les grandes directions à la marque. C'est le client final. Ouais. Et s'il n'y a plus de clients, il n'y a pas de marque. Donc, il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Donc, voilà. Mais c'est vrai que souvent cet adage-là, on l'entend dans le sens du service, notamment dans les restaurants, etc. Et c'est vrai que moi, il me posait question par rapport justement au fait que, notamment des restaurateurs, des fois, les gens arrivent au restaurant comme s'ils se croyaient chez eux, donc il y a une part d'éducation, mais c'était intéressant de me poser la question, voilà, toi, dans ton contexte, justement, de marque et qui permet justement des fois de faire le pivot. Et en fait, moi, ça me fait écho avec, tu vas peut-être retrouver le nom à ma place, mais le fondateur de Blablacar. Ouais. Dans une des interviews que je regardais lui, il disait qu'en fait, la première année, dès qu'il y avait un nouvel utilisateur, il avait fait un Blablacar, il les appelait. Oui. Il les appelait, et ils appelaient, et ils appelaient. Et du coup, il construisait. Voilà. Et Blablacar est aujourd'hui la somme de milliers d'appels du fondateur lui-même. Non, mais c'est ça, je pense que quand on est fondateur d'un produit, quand on crée un produit ou un service, en fait, souvent déjà, c'est pas forcément pour nous à la fin. Enfin, comment dire, moi par exemple, je fais des jouets, je suis pas papa. Et donc, évidemment, je sais pas. Pour jouer, pour moi, je suis un enfant, voilà. Mais voilà, non, mais ça pour dire que si je me coupe d'écouter ce que vont me dire les papas, les mamans, voilà, je vais pas pouvoir grandir et je pense que c'est pareil pour n'importe quel créateur d'entreprise aujourd'hui. Je pense que Frédéric Mazella de Blablacar, quand il crée Blablacar, il n'a pas tester toutes les destinations dans différentes situations et tout. Donc si en effet on lui remonte pas toutes ces situations auxquelles sont confrontés chaque Blablacar, parce que finalement il n'y a pas un Blablacar qui est comme l'autre, je pense. Enfin, il n'y a pas un trajet qui est comme l'autre, donc c'est aussi comme ça que du coup on évolue et c'est là où ça devient super intéressant. Ouais. Après je pense que le mot client il est pas forcément, il est un peu péjoratif, il est peut-être pas. Enfin, on peut penser au peut-être client juste j'achète, je jette quoi. Enfin. Oui, et je pense que là aujourd'hui, chacun devient plutôt acteur de sa consommation. Donc, et puis, comme on en parlait tout à l'heure, mais les réseaux sociaux permettent aussi justement des retours plus simples et une interaction plus facile entre les marques et du coup les clients finaux. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait en off justement de cette importance d'entreprendre. Et donc, j'allais dire, je fais le lien avec le fait que le client est roi parce que c'est lui qui nous apporte quelque part son besoin, mais en même temps, l'idée elle vient de toi. Enfin, c'est toi qui l'as soumis au marché. Ouais. Et est-ce que tu peux m'expliquer ce dont on parlait un peu tout à l'heure, justement, ce besoin peut-être d'entreprendre ou quelle est l'importance de l'entrepreneuriat en fait? Et du coup, moi, ce dont on parlait, c'est c'est aussi pour ça que j'entreprends d'ailleurs. Je suis persuadé aujourd'hui que le changement, il peut venir des entreprises qui proposent des solutions et à condition bien sûr que ces solutions elles soient en lien avec ce qu'attend la société et qu'à la fin du coup si la société adhère à ces solutions, c'est là où on va vraiment avoir un impact, un changement. Si on revient encore sur Blablacar, ils proposent et il se rend compte qu'en effet il répond à un vrai besoin et à la fin quand on fait les calculs, la somme de tout ça, on se rend compte qu'il y a un impact qui est là. Et moi ça je crois beaucoup en effet à la force des entreprises de proposer le bon service au bon moment
au bon endroit et aux bonnes personnes du coup pour avoir un impact à la fin et puis pouvoir faire essaimer en fait toutes ces solutions. C'est clair qu'aujourd'hui par rapport à tous les défis qu'on peut avoir tant sociétaux qu'environnementaux, je pense que les entreprises ont des vraies bonnes réponses à apporter, à condition de trouver en effet les bonnes personnes en face pour utiliser ces services et produits. Ouais. Parce que l'effet inverse, il est vrai aussi, quoi. À la fois, les entreprises peuvent aussi vite être destructrices, ouais, si ça se dit ça, destructrices de certaines choses ou avoir un impact qui soit vraiment négatif parce que faire un produit qui soit du gadget, ou bien faire un produit qui n'est pas forcément un public, bah, à la fin, l'intérêt il est vite limité, quoi. Je saute un peu du coq à l'âne. Tu étais salarié, aujourd'hui tu es dans une pépinière du coup, là où on est aujourd'hui. Et du coup je voyais dans le bureau, en face, j'imagine que c'est un autre entrepreneur qui est sur sa boîte. Et dans ton ancienne boîte, vous étiez une équipe? Vous étiez combien? On était alors du coup, on était quand même pas mal parce que en gros, en France, quand j'étais chez Asmon, on était à peu près 150, je crois, au siège. Et après, moi, sur mon poste, on devait être une dizaine. Moi, j'étais en l'occurrence responsable de marque. Et il y avait une dizaine, je pense, d'autres responsables de d'autres marques, du coup. Donc voilà, chacun. Et quand tu passes d'une dizaine de collègues à tout seul dans ton bureau? Et bah, c'est pas la même histoire. C'est pas pareil. Déjà, en fait, on se rend compte quand même que les collègues, ça manque, ne serait-ce que pour parler de tout et de rien, hein, mais c'est des interactions qui sont super importantes et on se rend compte que ça manque, surtout quand, moi j'avais la chance d'avoir quand même des collègues qui étaient vraiment sympas, avec qui je m'entendais bien et tout, donc ça manque quand même. Et puis après, au niveau du travail, ça n'a rien à voir en fait. Quand on passe d'une structure où on a des moyens financiers, des moyens matériels, etc., à quelque chose où on se retrouve tout seul face à son Mac et bon, faut y aller maintenant, mais qu'est-ce que avec ces petites économies pour monter, enfin, voilà, non, mais par quel bout tu prends c'est différent. Le bébé? Ouais, c'est ça. Par quel bout je prends, comment je fais. Enfin, le moindre centime devient vraiment très important. Donc, on est vraiment sur des échelles complètement différentes, en fait. Mais c'est là aussi où c'est super intéressant. Et on ne peut pas faire les mêmes choses, on ne peut pas penser de la même façon. Et du coup, ça demande à faire un peu un reboot, entre guillemets, de ces façons de travailler et de ces différentes, des différentes ressources qu'on peut avoir. Ouais. Dans les questions que j'ai justement sur ton regard de l'entrepreneuriat, c'est quand tu as quitté ton job ou quand tu l'as annoncé à tes collègues, que du coup c'était pour faire ça, tu avais déjà l'idée de jouer à ça? J'avais déjà l'idée, ouais, j'avais l'idée de monter ça et du coup ta question c'est du coup, comment tes collègues et ton environnement autour ont réagi? Bah franchement super bien. C'était en fait j'ai eu la chance de vraiment bien m'entendre avec mes collègues, mes anciens chefs et tout et ça a été vraiment super encourageant. C'était quand je parlais de mon idée, c'était ouais vas-y c'est une bonne idée, on est avec toi, go quoi. Donc non ça c'est top et je les remercie encore par rapport à ça. J'ai eu en fait la chance moi sur mon projet à la fois, comme je disais tout à l'heure, je lance tout seul, mais en même temps, j'ai l'impression d'être jamais tout seul parce que je suis vraiment entouré d'énormément de bienveillance, que ce soit mes anciens collègues, mes proches ou même plein de gens que je connais pas. C'est assez incroyable de voir ça. En fait, je pense que le fait de faire du jouet joue beaucoup. Le jouet, en fait, c'est quand même un objet qui parle à tout le monde, qui est assez sympa, qui est consensuel, etc. Et ça joue beaucoup, je pense. Et ça, c'est énorme, en fait. Enfin, là, ça donne des vrais coups de boost quand justement on a des petits coups de mou, ouais, ça, c'est top. Ouais. Et au moment de se lancer tout seul, ça rassure aussi. Ouais. Okay. 30 secondes. Et ouais, t'es pas si seul que ça quand même. Non, carrément. Enfin, en fait, je suis seul dans la prise de décision finale, dans
Voilà, et au quotidien, mais après, non, sinon. Et il y a beaucoup de monde. ta boîte, il n'y a pas eu l'idée de le faire en intrapreneuriat dans cette boîte, parce que quelque part, tu es sur le même secteur. Ouais, alors après, la différence que c'est le même secteur, mais quand même pas les mêmes façons forcément de travailler, de faire ou quoi. Et là, pour le coup, non, c'est pas forcément des choses qui étaient mises en place dans mon ancienne boîte, donc l'idée c'était plutôt de partir pouvoir le faire de cette façon. Ils t'ont pas suggéré. Non, ça va pas être, c'est pas un sujet qui est forcément venu, qui est venu comme ça, non, c'est clair. Mais ça, en tout cas, à ma connaissance, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas en tout cas dans mon ancienne boîte. Mais en effet, ça aurait pu être une solution, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est mis. Mais c'est très peu courant en France, en fait, ça. L'intrapreneuriat. Ouais, je pense qu'il y a certaines entreprises qui commencent quand même à vraiment le mettre en place. Moi, j'ai certains amis qui ont l'occasion de mettre en place des projets sous forme d'intrapreneuriat. Dans quel secteur? Notamment dans des grands groupes, typiquement dans du jeu vidéo ou des choses comme ça, où ils vont travailler. En fait, c'est une forme d'entrepreneuriat où ils vont travailler sur des projets où ils vont avoir plus de liberté et où ils vont avoir plus peut-être le droit à l'erreur, comme un entrepreneur finalement, et avoir en même temps plus accès à des ressources. Et ça, c'est top, ouais, ça leur permet de pouvoir faire des projets très rapidement et puis de voir si. C'est ça, je reprends ce que tu disais, hein, quand tu passes d'une grosse boîte avec plein de moyens, où tu dis, ah tiens, j'aimerais bien faire ça, mais tiens, regarde, c'est bon, on peut le faire. Ah, là, je suis tout seul avec mon Mac. Ouais. En fait, c'est là où l'intrapreneuriat, c'est bien, parce que c'est un peu le juste milieu entre les deux, finalement. Ouais. On peut avoir accès à des ressources, et on a en même temps plus le droit de se planter, parce que, bon, finalement, c'est un peu du crash test, quoi. Mais on a accès à des ressources, ouais. C'est clair que, du coup, c'est un bon compromis, ouais, complètement. Ouais, mais après, à la différence, il y a aussi des choses où, par exemple, moi, avec le jouet simple, je suis vraiment conscient que c'est peut-être plus simple, entre guillemets, à mettre en place, ce système de jouets consignés, etc., quand on part d'une page blanche, en fait, que de la mettre en place dans des grosses boîtes qui sont déjà des process intégrés, etc., et qui par ailleurs font déjà aussi des choses intéressantes au niveau de l'éco-conception des produits, etc. Donc ça dépend. Des fois, c'est aussi très bien de partir d'une page blanche et de pouvoir dessiner un peu ce qu'on veut dessus, quoi. Page blanche qui devient vite un livre. On peut espérer. Ouais, alors je pose souvent cette question-là. Alors, quelle est la part de chance dans une réussite d'entreprise? Ah, ça c'est une. Je pense ouais. Pour toi, c'est dans quel La part de chance, elle peut être un peu dans le timing, sur le lancement d'un produit. Enfin, je vois par exemple, c'est bête, hein, mais le Covid typiquement. Lancer un produit il y a un an, même si aujourd'hui on est toujours dans une période de confinement, mais on connaît quand même plus, enfin, on n'est pas dans la surprise là où tout s'arrête et tout. Lancer la même chose il y a tout juste un an, là je pense que c'est pas de chance pour le coup, parce que tout est à l'arrêt. Donc la part de chance pour moi elle est un peu dans les événements extérieurs, hein. Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on maîtrise pas du tout. Après la chance, on la provoque aussi, donc il y a un moment où ce qu'on récolte, c'est aussi un peu ce qu'on a quand même semé au préalable. Et le but, c'est de pouvoir anticiper justement tous ces différents points pour que la chance, finalement, elle soit... Enfin, pour pas qu'on soit dépendant de la chance, justement, et pour qu'on puisse l'anticiper, ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tous les événements extérieurs peuvent impacter un projet... et peu importe son secteur, hein, c'est clair. Mais bon, après, même un projet qui n'est pas naissant, on se rend compte que finalement la chance aujourd'hui, elle peut toucher beaucoup de monde, beaucoup de projets, peu importe leur stade de maturité, quoi. Donc ça peut être un peu des fois du qui tout double, quoi. Ouais. C'est le jeu de la vie, en fait. Un peu, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'adore l'entrepreneuriat, c'est juste une... c'est vrai que oui, c'est une bonne... Oui. C'est une belle métaphore, c'est vrai. Une belle image de la vie. C'est vrai. Troisième roue. Allez. Ta vision du monde et de l'avenir.
C'est ça là? Non. C'est la troisième roue. Ouais, voilà. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. J'avais même pas compris que ça changeait à chaque fois. Oui, d'accord. Mais bon, tout se recoupe, donc en général. C'est vrai. Que penses-tu du fait que le principal élément de mesure de notre société soit le PIB? C'est quoi le PIB? Le PIB. Non, je rigole. Ça pourrait. Non. Si tu veux bien d'un bac L, dans ta boîte, tu sais pas ce que c'est le PIB. C'est vrai. Bonne question, ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un indicateur qui est important d'une certaine manière, mais qui peut pas aujourd'hui refléter en fait la santé d'une société. C'est la somme de beaucoup d'autres indicateurs qui fait que, et encore plus aujourd'hui, je pense qu'on s'en rend compte, parce qu'il y a l'aspect du coup économique que le PIB va mesurer en effet, mais on se rend compte que quand même tout l'aspect sociétal, émotionnel, culturel est super important, et c'est ça aujourd'hui je pense qui finalement c'est les choses importantes de la vie quotidienne, et que peut ne pas mesurer ou mal mesurer finalement le PIB si on prend juste le PIB comme ça. Et donc je pense que ça peut vite devenir une sorte d'indicateur qui cache tous les autres, quoi. Et on peut pas se cacher juste derrière le PIB aujourd'hui, c'est plus entendable en fait. Et alors, quel indicateur tu prendrais? Pour moi je pense qu'il y a des indicateurs qui vont être plutôt, on va dire, qualitatifs que quantitatifs en fait, dans le sens où la santé la santé, même la santé mentale aujourd'hui des personnes, le bonheur, ça paraît tout con à dire, mais finalement c'est quand même super important, je pense, pour mesurer comment se porte la société. C'est quand même super important de savoir comment se sentent les personnes, et au-delà des indicateurs économiques, c'est ce qui fait que demain la société elle se portera bien, quoi. Je sais pas comment, j'allais dire le style de vie, mais le bien-être en fait de la société, quoi. Et après les deux vont être plus ou moins liés, je pense, malgré tout. Oui, comment? On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais malgré tout il aide quand même, il peut aider quand même pas mal de choses, donc du coup je pense que si l'économie va bien, ça peut forcément aider derrière à ce que d'autres indicateurs aillent bien ou mieux, à condition que tout ruisselle bien, quoi. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que le PIB pris tout seul, il a plein de biais en fait. Du coup, c'est très difficile de mesurer quoi que ce soit si on prend juste ça. Par contre, si le PIB est bien mesuré, indique une société qui va bien plutôt, et que derrière on se rend compte que tout ruisselle bien derrière, ça peut être du coup synonyme d'une société qui va bien ou qui va mieux, mais à condition que ça ruisselle derrière. Parce que finalement le PIB, si c'est que pour qu'il y ait une minorité qui porte ce PIB et qui en profite, et que derrière on ait d'autres indicateurs qui soient des indicateurs néfastes pour l'environnement et pour les hommes, mais qui contribuent à faire que ce PIB il soit toujours plus haut, ça peut pas fonctionner en fait. Donc on peut pas prendre un seul indicateur et se dire que tout va bien, quoi. Parce qu'il y a toujours, c'est une balance, quoi. Faut trouver la juste milieu. Ouais. Souvent je fais des comparaisons. J'ai observé qu'à l'échelle macro, on peut faire des comparaisons à l'échelle micro. Donc, ouais. Par exemple, si là on parle du PIB de la société, mais si on revient sur notre thématique de l'entrepreneur qui ne regarde que son chiffre d'affaires. Ouais, voilà, ça peut être un peu pareil. Exactement. Qui est pas bien, etc. Est-ce que pour le coup, oui, c'est super bien trouvé comme métaphore. C'est un peu ça. Ouais. En effet, si on regarde que cet indicateur de chiffre d'affaires et que c'est au détriment de tout le reste, ça peut pas fonctionner longtemps. Ça va fonctionner un temps, mais au bout d'un moment, ça va se casser la figure. Parce que cet indicateur, il est dépendant de tous les autres. S'il y a un truc qui commence à dérailler, ça va vite s'en ressentir dans son indicateur principal. Et aujourd'hui, du coup, le PIB
pourquoi pas il pourrait être une bonne mesure à condition qu'on regarde tous les autres indicateurs qui contribuent à faire que ce PIB se porte bien. Ouais. Donc en effet, c'est une somme de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, ça se passe comme ça, quoi. On est sur une somme de plein de choses, plein de facteurs. On n'est pas sur un seul. Et toi aujourd'hui, tes facteurs, c'est quoi? Mes facteurs de. Ouais, en termes de lancement d'activité, c'est. Campagne, Ouais, les facteurs, il y a le facteur qu'on pourrait du coup dire c'est notre PIB, c'est oui. de voir voilà, le nombre de commandes que tu vas générer pour voir déjà si ton produit. C'est pour rentrer dans la pépinière. C'est la prise. Ouais, c'est ça. C'est l'heure de la pause. C'est ouais, pour voir déjà oui si ton produit répond bien en effet à un besoin comme tu l'avais identifié, et puis pour faire aussi une entreprise qui soit viable demain, c'est quand même comme ça que ça se passe. Mais après il y a tous les autres indicateurs qui sont donc comme je disais tout à l'heure, tous les retours qu'on peut avoir, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, pour faire grandir la marque, l'entreprise. Et puis après les indicateurs perso, le fait d'être bien dans sa peau, d'être droit dans ses bottes aussi par rapport à ce qu'on veut faire, là où on veut aller. C'est des indicateurs qui sont super importants et à la fois qui sont personnels, mais qui du coup dans un début d'aventure entrepreneuriale influencent forcément le pro, quoi. Donc l'un ne va pas sans l'autre, encore une fois. Et donc sur ta vision du futur, alors je vais dire si en général je pose une question sur si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais? Et j'ai envie de dire, si tu étais président, qu'est-ce que tu ferais pour aider les entrepreneurs à lancer leur boîte? Vu que tu es en plein dedans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu... Ouais, alors déjà, la première chose que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est que je me rends compte quand même que le système français au niveau de l'entrepreneuriat, il est quand même déjà super bien abouti, quoi. Il y a énormément d'aide, de structures, d'accompagnement, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Après, il faut aller taper aux bonnes portes, il faut voir les bonnes personnes et tout, mais l'écosystème entrepreneurial en France, il est quand même très bien avancé aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment... on s'en rend vraiment compte en fait quand on est dedans. On peut se plaindre de plein de choses, certainement, mais je pense qu'à ce niveau-là, on est quand même bien accompagné. T'es quel âge toi? Moi, j'ai 29 ans. 29, ouais, donc moi j'en ai 32. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en 10 ans, ouais. Je me souviens au début de la fac où j'avais l'impression d'entendre que ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, je pense que ça a bien évolué ces dernières années. Ouais. Il y a eu une vraie prise de conscience sur le fait qu'il faut accompagner les entreprises si on veut que le tissu économique local y vive. Et je pense que ça a été bien intégré. Après, il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui que finalement, ce qui peut être vite compliqué, c'est de ne pas se perdre en fait dans tout cet écosystème. Mais après, une fois qu'on a les bonnes personnes, les bons accompagnateurs, etc., je pense qu'on peut avancer au fur et à mesure avec tout ça. Comment tu as fait toi pour te lancer d'ailleurs à ce niveau-là? Je veux dire, je reviens sur les premiers mots. Et du coup, je suis allé... Quelle porte t'as frappé? Comment? Alors la première chose que j'avais fait, c'est que j'avais participé à un startup week-end en fin d'année 2020. Là. C'est organisé par la CCI? Et c'est organisé, alors non, c'est organisé par une association locale, en l'occurrence c'était à Annecy. Et c'est un startup week-end, ça existe dans plusieurs villes. C'est vraiment pendant un week-end où tu présentes ton projet et tu travailles après dessus avec des gens que tu connais même pas au début. Et à la fin, tu présentes le projet donc le dimanche soir à des experts qui sont là pour désigner du coup des gagnants. Il y a à la fin, je crois que c'est une quinzaine de projets qui doivent se présenter. Et du coup, nous, on avait gagné ce Startup Weekend avec le Jouet Simple. Et ça a été déjà un super tremplin en fait, au moment pour après se lancer. Parce que ça permet quand même de plus ou moins valider le truc le concept avec des experts, de travailler sur le projet sans être tout seul, donc d'avancer sur plein de choses en un week-end que tu n'aurais jamais pu faire avant. Et puis d'avoir accès à plein d'aides différentes et d'accompagnement qui sont partenaires de cet événement. Donc déjà ça m'avait beaucoup aidé. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut participer à plein de choses. Et ça paraît tout bête, et ça tout le monde tous les entrepreneurs le disent.
c'est de parler de son projet en fait. Donc t'en parles et on te dit ah mais tu devrais aller voir telle personne, qui te dit d'aller voir telle personne. Et en fait c'est là où en fait les choses vont se faire plus ou moins naturellement. Donc c'est de pas hésiter en fait à aller taper à la porte. Je suis allé comme ça sans rien forcément attendre. Tu rencontres l'incubateur local. Donc là en l'occurrence moi c'est l'incubateur de Savoie Technolac qui est au Bourget du Lac, près de Chambéry. Et pareil, tu tombes sur des super personnes qui t'accompagnent, qui te disent par rapport à ton projet, il faut que tu ailles chercher telle aide, il faut que tu ailles voir telle personne, voilà. Et au fur et à mesure, tu grandis comme ça, quoi. Et ouais, c'est d'aller aller taper aux portes, ouais. C'est le plus important, je pense, au démarrage en tout cas. Ouais. Et alors en général, je finis un peu sur la question par rapport à l'avenir. Toi, tu l'as un petit peu, je pense, quand tu l'as spoilé au début. Tu as qui c'est Pierre Rabhi, toi? Oui, bien sûr. Le mouvement Colibri. Ouais, exactement. Et du coup, c'est cette question-là, je pose quasiment à chaque fois. T'as une vision du futur plutôt Elon Musk ou Pierre Rabhi? Ah plutôt Pierre Rabhi, moi je pense. Ouais, je pense que vraiment la somme de toutes ces petites choses vont pouvoir faire que demain ça va évoluer dans le bon sens. Et en fait, moi aussi par rapport à Pierre Rabhi, je crois beaucoup à la force des histoires, des récits qu'on peut raconter et pour faire avancer aussi les choses. Et du coup, je pense que raconter des belles histoires, les mettre en valeur, ce que fait Cyril Dion, qui est très proche de Pierre Rabhi, du coup, je trouve que c'est des choses qui sont super intéressantes et qui donnent envie aussi de s'engager pour demain aller imaginer quelque chose de plus sympa, quoi, et de se dire la somme de toutes ces petites choses, si demain on arrive à fédérer tout ça, ça peut faire des choses plus grandes, plus intéressantes, ouais. Plus vertes. Plus vertes, ouais, c'est clair. Mais je comprends ce que tu dis, mais pour le coup, je trouve c'est pour ça que j'aime ces deux personnages. Parce que justement, c'est des raconteurs d'histoire. Voilà, ouais. Mais il y en a un qui raconte l'histoire de dire on va aller vivre sur Mars. Et l'autre, il dit on va aller retour à la Terre, quoi. Ouais, On est sur des visions différentes, mais en effet, je pense qu'après, il n'y a pas de. Enfin, pareil, il n'y a pas de bien ou de mal, je pense pas, mais c'est. Ouais, moi, je me sens plus proche de Pierre Rabhi. Après, c'est aussi lié à moi de là où je viens. Enfin, moi, je sais que typiquement, mes parents, Pierre Rabhi, ils m'en parlent depuis très longtemps, en fait. Ouais, ça, tout à l'heure, quand tu as dit d'où tu veux. Et voilà, ça joue énormément. Enfin, voilà, moi, mon papa, il a lu tous ses livres, il connaît ça. Enfin, voilà, du coup, quand tu baignes dedans, ouais, ça aide aussi, ouais. Mais alors, tu sais que la plupart des gens que j'ai interviewés, ils connaissent pas Pierre Rabhi? Ah ouais? Ouais, chaque fois, je commence ma question comme ça. Tu connais Pierre Rabhi? Ok, je peux poser ma question. Ah ouais, c'est marrant parce que, quand même, ouais, bon, après, c'est sûr, ça dépend. Ils connaissent plus Elon Musk? Ouais, je vois, Elon Musk, ouais. On entend parler à la télé, quoi. Vraiment quasiment toutes les semaines. Quoi. Ouais, Pierre peut-être un petit peu. Un peu moins, malheureusement. Ouais, malheureusement, parce qu'il a des choses intéressantes à raconter. Ouais. Et donc, question que je pose rarement, mais vu que toi tu es au tout lancement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le jouet simple? Ou j'allais dire, justement, dans ton rêve, quel est ton rêve avec le jouet simple? Moi, mon rêve, ce serait d'être, qu'on puisse se refaire l'interview dans 30 ans, quoi, et d'être, et d'avoir fait grandir que le jouet simple soit toujours là et de l'avoir fait grandir. Non, pour moi, le rêve du jouet simple, ce serait de se dire, voilà, on a réussi à mettre en place ce que j'avais en tête, ce que j'ai en tête aujourd'hui, de se dire comment on peut grandir au rythme des enfants, comment on peut mettre en place cette boucle vertueuse en fait dans l'économie circulaire et prouver que ça peut marcher et finalement mon rêve ce serait que demain ce modèle il soit applicable et appliqué sur d'autres produits au sein d'autres entreprises. Comment on peut réduire notre empreinte carbone en contrôlant la vie de nos produits finalement du début à la fin, quoi, et réellement et concrètement. Ouais. Après, on verra. Merci beaucoup Pierre en tout cas pour ce moment. Merci à toi. Cool, merci beaucoup.